Donc, on va aborder aujourd'hui un chapitre très important en neurologie et la carcinologie urologique sont les tumeurs du rein. Bon, la découverte d'une tumeur du rein doit toujours faire évoquer en premier lieu l'existence d'un carcinome à cellules rénales. Parce que les tumeurs bénignes sont beaucoup plus rares et constituent un diagnostic d'élimination à évoquer secondairement. C'est-à-dire, à l'imagerie, si on objective une masse rénale, on doit évoquer en premier lieu la malignité de la lésion avant d'évoquer la bénignité de la lésion parce que les tumeurs bénignes sont rares et sont beaucoup plus rares par rapport aux tumeurs malignes. Donc, on doit toujours évoquer en premier lieu la malignité de la lésion. Donc, le concept du 1 est le plus souvent de découverte fortuite parce qu'il est lentement asymptomatique. Il existe rarement des signes locaux ou régionaux. Donc, le cancer du rein peut être multifocal, c'est-à-dire il existe plusieurs lésions sur le même rein, comme il peut être bilatéral, dans 2 à 3% des cas. Bilatéral, c'est-à-dire il y a des lésions à droite et des lésions au niveau du rein gauche. Le traitement de référence est la chirurgie. C'est clair? Oui, Donc, le cancer du rein est le 9e cancer de l'adulte en termes de fréquence. Donc, il s'agit du 3e cancer urologique après la prostate et la vessie. Et la vessie plutôt. Donc, en France, il y a 11 000 nouveaux cas par an et l'incidence d'un cancer du rein augmente constamment depuis 30 ans par l'avènement et la généralisation de l'imagerie et peut-être par rapport aux facteurs de l'environnement, mais en général, l'incidence du cancer du rein est augmentée par rapport à la généralisation et l'accessibilité d'imagerie. Donc, on détecte en général les tumeurs du rein. Dans la majorité des cas, sont détectées d'une façon fortuite lors d'une imagerie réalisée pour autre raison. Donc, c'est pour ça qu'il y a une augmentation de l'incidence. Il touche l'homme plus que la femme par un rapport de 1,5 et le pic d'incidence se situe entre 60 et 70 ans. Par rapport aux facteurs de risque, le facteur de risque essentiel est l'insuffisance rénale chronique. Chez l'insuffisance rénale chronique, il existe des petits reins multikystiques et atrophiques. Le risque est multiplié par 7 chez les insuffisances rénales chroniques d'entamer un cancer du rein de type papillaire par rapport aux autres sujets. Donc, il faut surveiller les insuffisances rénaux chroniques et les transplanter. Il existe 3 autres facteurs de risque dont l'importance est limitée et c'est le tabagisme, l'obésité et l'HTA. Il existe certaines maladies héréditaires familiales qui prédisposent aux tumeurs du rein. La plus fréquente est la maladie de von Hippel-Lindau, VHL, donc qui s'accompagne d'un carcinome à cellules claires, multiples, précoces et récidivants. Multiples, c'est-à-dire il existe plusieurs masses dans le même rein, précoces, c'est-à-dire par rapport à l'âge, et survient à un âge plus précoce. Donc, le pic de fréquence d'un cancer du rein est entre 60 et 70 ans. Donc, elle survient chez sujets avant cet âge, donc dans les quarantaines ou les trentaines. Elle est récidente, c'est-à-dire si on effectue une néphrectomie partielle, par exemple, ou une tumérectomie, il y aura en général une récidive de la lésion qui fait toute la gravité de la maladie. Donc, cette maladie, elle est due à une mutation du gène VHL qui est un gène suppresseur de la tumeur. Elle prédispose à une augmentation de la fréquence des tumeurs bénignes et malignes qui sont richement vascularisées. Par exemple, hémangioblastome du système nerveux central et hémangioblastome de la rétine, carcinome à cellules claires du rein,
les phéochromocytomes et les tumeurs endocriniennes du pancréas. Donc, il existe d'autres plus rares, comme le carcinome papillaire héréditaire, syndrome de Birt-Hogg-Dubé. Donc, ce syndrome, ce syndrome a été découvert par trois médecins. Donc, elle est due à un trouble à une mutation génétique autosomique dominante. Elle est en général diagnostiquée après des pneumothorax idiopathiques. Donc, par rapport à certaines formes héréditaires, il est recommandé de proposer une consultation en oncogénétique chez certains sujets qui présentent une tumeur du rein. Donc, ces sujets sont les sujets qui présentent des tumeurs du rein multiples ou bilatérales, qui ont des antécédents familiaux de tumeurs du rein, et chez les tumeurs du rein uniques avant 50 ans, donc à un âge précoce, si le sujet présente un carcinome à cellules rénales, ou quel que soit l'âge du patient, s'il présente une tumeur papillaire de type 1, papillaire de type 2, chromophobe, tumeur hybride, oncocytome et chromophobe. On entame le chapitre d'Anapat. Donc, la plupart des tumeurs rénales sont malignes. Ça a été dit à l'introduction. Mais il existe des tumeurs bénignes qui ont une fréquence faible. Donc, on a les tumeurs bénignes qui ont une fréquence faible, sont l'oncocytome et l'angiomyolipome. Par rapport aux tumeurs malignes, on a les carcinomes à cellules rénales et on a d'autres types histologiques. Pour les carcinomes à cellules rénales qui doit être évoqué en premier lieu devant toute masse rénale, il a une fréquence de 90%. Il existe le carcinome à cellules claires qui est le plus fréquent à 75%, tubulopapillaire, chromophobe et les carcinomes de Bellini. Il y a d'autres tumeurs comme le métanéphrotique et mésenchymateux sont rares. Il y a environ plus de 40 types de tumeurs malignes, type histologique. Donc, on explique un peu. Donc, les carcinomes à cellules rénales sont les carcinomes les plus fréquents et représentent la quasi-majorité des tumeurs du rein malignes. Il existe 4 types histologiques principaux. Sont les carcinomes à cellules claires qui sont les plus fréquents, sont des tumeurs hétérogènes, classiquement de couleur jaune chamois et constituent de cellules optiquement vives car ils sont riches en lipides. On a le carcinome tubulopapillaire, 10 à 15%. Il existe sous-types 1 et 2. Le sous-type 2 serait de moins bon pronostic par rapport au sous-type 1. On a le carcinome chromophobe inférieur à 5%, qui est un type histologique rare, mais il est de bon pronostic. On a le carcinome de Bellini, qui est un carcinome des tubes collecteurs, qui a une fréquence de 1% par rapport à toutes les tumeurs à cellules rénales. On a d'autres types histologiques qui sont très nombreux et qui sont rares. Par exemple, les tumeurs métanéphrotiques, néphroblastiques, mésenchymateuses et neuroendocriniennes. Il existe une notion, on en a pas, qui s'appelle le grade du Fuhrmann. C'est un facteur pronostic majeur du cancer du rein en fonction de la morphologie cytonucléaire des tissus, des cellules tumorales. Donc, par rapport à l'aspect du noyau et la taille du nucléole, on distingue 4 sous-types, 4 grades plutôt. On a le grade 1 et 2 qui sont de bas grade et le haut grade dont le pronostic est plus péjoratif sont le grade 3 et 4. Pour les tumeurs bénignes, ils représentent environ, ils sont plus rares par rapport aux tumeurs malignes. Donc, on a principalement l'oncocytome et l'angiomyolipome. L'oncocytome ou adénome oncocytaire, c'est une tumeur bénigne d'origine épithéliale et représente 5% du tumeur rénale. On peut parfois le confondre avec un carcinome chromophobe. Et on a l'angiomyolipome qui sont des tumeurs mésenchymateuses constituées en proportion variable. Comme son nom l'indique, l'angio, c'est par rapport aux composantes
vasculaires myos par rapport aux composantes musculaires lisses et lipomes par rapport aux composantes adipeuses. Donc, il est constitué de 3 tissus variables. Il touche surtout la femme. On peut en faire le diagnostic sur les clichés de scanner non injectés parce que la composante graisseuse, elle a une densité négative sur les clichés de la TDM. Son principal risque évolutif est le saignement parce qu'en général, la composante vasculaire a un risque d'hémorragie dans le rétropéritoine et dans les voies excrétrices, surtout pour les masses qui ont un diamètre supérieur à 4 cm. Donc, les patients atteints de sclérose tubereuse de Bourneville ont une fréquence d'avoir des angiomyolipomes volumineux et bilatérales. Donc, cette pathologie, la sclérose tubereuse de Bourneville, est une anomalie génétique autosomique dominante. Donc, elle prédispose à avoir des angiomyolipomes et des amartomes. Les amartomes sont des masses qui contiennent une mélange anormal de plusieurs éléments tissulaires. Donc, il n'est pas possible à l'heure actuelle sur les examens d'imagerie comme l'échographie et le scanner ou l'IRM de faire la différence entre une petite tumeur rénale bénigne ou maligne. Sur l'angiolipome qui contient des signes pathognomoniques, c'est la présence de la graisse au sein de la lésion. C'est clair? Oui. Donc, pour les lésions kystiques, donc, les tumeurs du rein peuvent se présenter sous une forme kystique, mais pas tous les kystes rénaux sont malignes. D'accord? Donc, un kyste rénal peut être malin ou bénin. Si les malins sont des tumeurs sous forme kystique. Donc, on a, pour les lésions kystiques du rein, on a les kystes simples qui sont les plus fréquents. Ce ne sont pas des lésions malignes. D'accord? Elle représente 40 à 50% après 50 ans ont des kystes du rein qui ont un aspect typique en imagerie. Ils ont une densité hydrique homogène avec une paroi régulière. Ils ne nécessitent aucun traitement. Certains éléments observés sur le scanner rendent le kyste atypique ou suspect. Ce sont la présence de cloisons, des calcifications pariétales, un épicissement ou une irrégularité de la paroi ou des cloisons, un rehaussement après injection de produits de contraste, donc il prend le produit de contraste, des végétations intrakystiques. Donc les lésions du kyste du rein sont classées par rapport à la TDM, donc le scanner, dans une classification qui s'appelle la classification de Bosniak, qui contient 5 classes. C'est clair par rapport aux lésions kystiques? Oui, docteur, c'est clair. Donc, les kystes peuvent être bénignes comme malignes. D'accord? C'est par rapport. On peut apprécier ça par rapport à une classification qui est classée par rapport à la TDM. C'est clair? Oui. docteur, la classification هذه هي اللي تقول لنا مالين ولا بنين. Non, elle apprécie. Elle apprécie. Donc, pour les kystes simples, type 1 de Bosniak, il ne nécessite même pas une surveillance. D'accord? Pour Oui. le type 2, idem. Pour le type 2F ou 2 follow-up. Donc, elle nécessite une surveillance. Pour le type 3 et 4, la néphrectomie ou l'exérèse chirurgicale est l'indication. C'est clair? Oui, c'est clair. Docteur, s'il vous plaît. Oui. Pour la notion de rehaussement après injection, alors le kyste qui est bénin ou le kyste qui est simple, mais il ne peut jamais un rehaussement. Non, il n'existe pas de rehaussement. علاش ما يكونش عندنا ماشي نورمالمون Parce que ne sont pas des tissus cancéreux. Donc, il ne prend pas le contraste. C'est un kyste. D'accord.
Donc, c'est clair. Oui. Il n'y a pas de composante carcinologique à l'intérieur. Donc, il ne prend pas le contraste. D'accord. D'accord. Mm. Il existe juste une paroi et du liquide à l'intérieur. C'est ça le kyste. Le kyste simple, dur. Donc, classé 1 de Bosniaque ou classique de Bosniaque. Voici la classification de Bosniaque plutôt, qui est une classification radiologique des lésions kystiques du rein. On a le type 1 qui s'appelle un kyste simple. Il a une densité hydrique homogène avec une limite régulière sans paroi visible. Donc, il n'y a pas de rehaussement après une injection de produits de contraste. Le kyste 2 sont des kystes atypiques. Donc, ce ne sont pas des kystes simples, mais ils s'appellent des kystes atypiques. Ils ont des cloisons fins ou cloisons fines. Donc, il y a une différence entre le type 1 et le 2. C'est la présence des cloisons, avec des fines calcifications pariétales, qui sont des kystes un peu hyper denses, qui n'ont pas une densité hydrique comme le type 1. Et pour le rehaussement, c'est la même chose. Il n'y a pas de rehaussement après une injection de produits de contraste. Pour le type 2F, il existe des cloisons qui sont nombreuses et fines, avec une paroi légèrement épaisse. Il existe des calcifications pariétales et cloisons régulières, et sont des kystes hyperdenses comme le type 2. Pour le kyste 3, sont des kystes suspects, qui ont des cloisons nombreuses et épaisses, parois épaisses, limites irrégulières, calcification épaisse et irrégulière, avec un contenu dense et rehaussement de la paroi ou des cloisons après une injection de produits de contraste. Pour les cancers à forme kystique, ils ont les mêmes caractéristiques avec des végétations et des nodules murales et rehaussement des végétations et de la paroi après une injection de produits de contraste. C'est clair? Oui. Pour les kystes de type 1 et 2 sont considérés comme bénins et ne nécessitent même pas une surveillance. Pour les kystes 2F, doivent être surveillés d'une façon régulière. On leur donne une consultation après 6 mois. Les kystes de type 3 et 4 sont à haut risque de malignité. 45% pour le type 3 et 95% dans les types 4. Il est recommandé de faire l'exérèse chirurgicale. Donc, pour le diagnostic, la présentation clinique, la majorité des cas, les tumeurs du rein ils ont une forme asymptomatique. Donc, 75% est diagnostiqué de façon fortuite après une imagerie ou examen d'imagerie réalisé pour d'autres raisons ou pour des symptômes qui sont non urologiques. Ces tumeurs s'appellent des tumeurs incidentales qui sont en général de petite taille et localisées au rein. Voici une tumeur du rein, du rein droit à développement exorénal avec l'autre rein qui est sain. Donc, on a les formes symptomatiques. L'hématurie macroscopique doit faire rechercher une tumeur du rein, surtout si elle est totale, intermittente et indolore. Donc, l'hématurie totale évoque l'origine rénale du saignement. J'ai expliqué ça dans le cours de l'hypertrophie bénigne de la prostate. Une hématurie totale évoque soit l'origine rénale du saignement, soit l'hémorragie abondante, quel que soit le siège. Elle est intermittente, c'est-à-dire elle est présente certains temps et elle est absente dans l'autre temps. Donc, elle est indolore aussi. Donc, pour les symptômes locaux, il existe une triade classique qui est l'hématurie macroscopique, les lombalgies ou les douleurs lombaires avec une masse du flanc. Pour les tumeurs volumineuses, on apprécie ça par le contact lombaire et par le contact lombaire. Donc, il peut aussi
il peut aussi y avoir des signes généraux. On a la fièvre et l'altération de l'état général, comme tous les tumeurs, avec des symptômes liés à d'éventuelles métastases osseuses, surtout les douleurs ou les fractures pathologiques dans les tumeurs avancées. Plus rarement, les cancers du rein peuvent s'accompagner d'un syndrome paranéoplasique dans moins de 5% des cas qui évoquent, en général, un stade avancé de la maladie. Comme définition, le syndrome paranéoplasique sont des symptômes qui surviennent à des sites distants de la tumeur ou des métastases. Ce phénomène, il a une physiopathologie qui reste peu claire, mais en général, sont dus soit à des substances sécrétées par la tumeur, soit par rapport à des anticorps qui sont sécrétés par le corps contre la tumeur. D'accord. Donc, la présence des signes généraux, en général, signe souvent une maladie qui est métastatique. C'est clair? Oui, docteur, Oui. les signes paranéoplasiques, c'est quoi exactement le titre? Bon, les signes paranéoplasiques, comme définition, ou les signes paranéoplasiques eux-mêmes? Définition. Hein? Définition, c'est quoi un syndrome défi- paranéoplasique? Un syndrome paranéoplasique, c'est un ensemble des symptômes, d'accord, Oui, qui surviennent à des sites qui sont distants de la tumeur ou de ses métastases. D'accord? d'accord, oui. Comme définition, il existe plusieurs syndromes paranéoplasiques ou des symptômes qui ont un rapport avec un syndrome paranéoplasique. On décrit par exemple une anémie ou une hypertension artérielle, une fièvre au long cours, un syndrome inflammatoire inexpliqué, une polyglobulie ou une hypercalcémie, ou un syndrome de Stoffer. Le syndrome de Stoffer, c'est une coloration des tuguments en rapport avec une cholestase qui est anectérique. D'accord, et non métastatique. C'est clair? D'accord, oui. Docteur, s'il vous plaît. Oui. Docteur, quelles sont les métastases? Je vous entends mal, vraiment. Quelles sont les métastases qu'on voit fréquemment avec le cancer du rein? Il existe plusieurs sites. Ça peut être à n'importe quel site. D'accord. Essentiellement osseuse et neurologique. D'accord. Mais j'ai vu des métastases surrénaliennes, osseuses, costales, vertébrales, hépatiques. Donc, une métastase comme n'importe quel organe. D'accord. Cancer, d'accord. Il n'est pas lymphophile comme le cancer de la prostate ou le cancer du testicule. Il n'a pas des sites bien précis. Le cancer de la prostate, vous recherchez en premier lieu une métastase osseuse. D'accord. D'accord. Donc, pour l'examen clinique, il n'y a aucun signe spécifique du cancer du rein. Il peut y avoir une pâleur s'il y a une présence d'une anémie. Vous pouvez constater aussi à l'examen un gros rein si l'évolution, s'il y a une masse qui est volumineuse. Donc, classiquement, il faut examiner les organes génitaux externes du patient s'il est de sexe masculin à la recherche d'une varicocèle. Donc, c'est quoi une varicocèle? Sont les veines, sont les varices des veines spermatiques, notamment du côté gauche. Quelqu'un peut m'expliquer pourquoi le côté gauche? Il y a une réponse. Vous m'entendez? Oui, docteur. Aucune Il y a idée. une réponse. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est par rapport que la veine spermatique gauche, elle est drainée par la veine rénale gauche. Par contre, la veine spermatique droite, elle est drainée directement à la veine cave inférieure. D'accord. Donc, s'il y a une tumeur
à gauche, il y aura probablement soit une compression, soit une thrombus tumorale dans la veine rénale gauche, qui entraîne des reflux à la veine spermatique et donc l'apparition des varicocèles. D'accord? Oui. Donc, classiquement, si un patient présente une apparition récente d'une varicocèle à gauche avec des douleurs lombaires, donc on suspecte douleur lombaire, une hématurie ou une masse palpable au côté gauche, il faut penser à une masse rénale gauche. C'est clair? Oui. Oui. Donc, pour les examens complémentaires, on commence par l'imagerie. On a l'échographie abdominopelvienne qui n'est pas indiquée en cas d'une masse rénale, mais c'est un examen de dépistage qui est peu précis pour analyser une tumeur du rein. Et en général, l'échographie abdominopelvienne est en général l'examen qui permet le diagnostic d'une façon fortuite d'une masse, d'une tumeur incidentale. D'accord? Classiquement, les tumeurs du rein sont hyperéchogènes, c'est-à-dire elles se manifestent d'une couleur blanche et non pas noire. C'est la définition de l'hyperéchogénicité. D'accord? Elle est utile pour le suivi des patients après un traitement chirurgical. Donc, si on fait un traitement chirurgical, on demande une échographie post-opératoire. Donc, pour le scanner abdominal, il doit être fait en l'absence d'une insuffisance rénale parce qu'on injecte les produits iodiques qui sont néphrotoxiques et non dialysables. Donc, s'il y a une insuffisance rénale, on demande une IRM ou une uro-IRM et non pas une scanner abdominal parce qu'on utilise un produit de contraste iodé. Il s'agit de l'examen de référence pour l'évaluation des tumeurs rénales. Donc, on demande un uroscanner et non pas une TDM abdominopelvienne. Pourquoi? Parce que l'uroscanner, c'est une TDM abdominopelvienne associée à un temps excrétoire tardif. Donc, il s'appelle un uroscan si on fait une coupe sans injection, des coupes sans injection de produit de contraste après un temps vasculaire 30 minutes, 30 secondes après une injection de produit de contraste et un temps excrétoire tardif, c'est-à-dire on visualise l'excrétion du produit de contraste au niveau des voies excrétrices. D'accord? Docteur, on utilise même en cas d'insuffisance rénale chronique. Non, j'ai dit qu'il doit être fait en l'absence d'insuffisance rénale. D'accord. D'accord. Pourquoi c'est écrit sans injection? Qui fait? L'Euroscan se fait par injection d'un produit de contraste. Oui, l'uroscanner, c'est une TDM abdominopelvienne, d'accord, associée à un temps excrétoire tardif. Donc, il se fait avec une injection de produit de contraste. C'est pour ça qu'il est contre-indiqué ou il doit pas être prescrit chez l'insuffisance rénale. D'accord? Oui. Donc, c'est clair ou c'est pas clair? C'est clair pour moi. D'accord. Si un patient présente une insuffisance rénale, on demande un uro-IRM. D'accord? Oui. Oui. D'accord. Quel est l'intérêt de faire une TDM ou une uro-TDM ou une uroscanner? Donc, premièrement, il permet de faire un diagnostic qui est une lésion irrégulière. Donc, sur les images, on trouve une lésion irrégulière, hétérogène, c'est-à-dire qui n'a pas la même densité sur toute la surface de la tumeur, avec éventuelle plage de nécrose centrale, qui se rehausse après une injection de produit de contraste. Donc, ce sont les caractéristiques radiologiques d'une tumeur du rein. Donc, le deuxième, donc, il permet de faire le diagnostic. Deuxième intérêt, donc, il permet d'apprécier l'extension loco-régionale avec l'atteinte ou non de la graisse pérénale, l'atteinte des organes de voisinage, éventuellement la surrénale, et la recherche, il permet de faire un bilan d'extension
par exemple, la recherche des adénopathies lombo-aortiques ou une métastase hépatique, par exemple, il recherche un envahissement veineux, thrombus dans la veine rénale ou dans la veine cave inférieure qui peut aller de la veine cave sous-hépatique jusqu'à l'oreillette droite, qui va conditionner la prise en charge ultérieure. Le cancer du rein est l'une des rares tumeurs solides capables d'envahir le système veineux. C'est clair? Oui. Oui. Donc, il faut toujours, devant une suspicion d'une masse rénale, demander un uroscanner. D'accord? Et non pas une TDM abdominopelvienne. L'uroscanner est l'examen de référence. D'accord? D'accord. Oui. Donc, si un jour, vous trouvez une suspicion sur une échographie d'une masse rénale, vous demandez un uroscanner et non pas une TDM abdominopelvienne classique. D'accord? Oui. Pour les examens biologiques, évaluation précise de la fonction rénale avec un calcul de la clairance à la créatinine à la recherche si le patient présente une insuffisance rénale ou pas, qui va conditionner aussi la prise en charge. Les patients qui ont une tumeur du rein ont souvent une fonction rénale qui est altérée et les traitements des tumeurs du rein peuvent retentir sur la fonction rénale. Donc, si un patient déjà présente avec 2 reins, il présente une fonction rénale qui est altérée, donc vous avez à l'esprit que même si vous effectuez après une néphrectomie totale élargie par rapport à la masse rénale, vous altérez de plus la fonction rénale du patient. D'accord? Une FNS, donc le cancer du rein s'accompagne soit d'une anémie, en général parfois d'une anémie, ou parfois d'une polyglobulie qui rentre dans le cadre d'un syndrome paranéoplasique. Et en cas de maladie métastatique, on demande un taux de plaquettes qui est compris dans l'FNS et un dosage de la calcémie qui sont des facteurs pronostiques et qu'on les demande à la recherche d'un syndrome paranéoplasique des fois pour les pathologies métastatiques. Donc, voici une tumeur rénale droite avec thrombose de la veine rénale. Donc, les lésions, comme j'ai dit dans dans les caractéristiques scanographiques de la lésion de la tumeur rénale, sont des tumeurs hétérogènes, donc qui présentent des zones denses et des zones de densité élevée et densité moindre, hétérogènes, donc et irrégulières, donc qui prend avec des zones de nécrose centrale. Les zones de nécrose centrale ne sont pas présentes dans cette lésion. Donc, avec une thrombus de la veine rénale droite. C'est presque la même lésion, mais avec une extension à la veine cave inférieure. Donc, la veine rénale se draine, la veine cave inférieure draine la veine rénale. Donc, il y aura une extension probable du thrombus vers de la veine rénale droite à la veine cave inférieure. Il y a aussi des lésions tumeurs rénales bilatérales. Donc, les tumeurs rénales bilatérales nécessitent une consultation en oncologie, oncogénétique. Une tumeur rénale avec une adénopathie au niveau du pédicule rénal. Donc, voici le foie. Bon, pour identifier le côté, en général, le côté droit se trouve à gauche des images et le contraire. Voici le foie avec une masse rénale qui est hétérogène, avec une adénopathie qui existe ici. Donc, هذه la rate. وهذا le rein gauche qui est intact. D'accord? Dans le cadre d'un bilan extension, un scanner thoracique est systématiquement réalisé à la recherche de métastases pulmonaires. D'accord, c'est clair? Oui, docteur, Oui.
كامل لي زيماج كانوا يبانوا لي دو غان بريسك ايتيروجين في زوج. لا ديرنيير ايماج باغ اكزومبل لهنا باغ لو اكزومبل غان هذه وي هذوما لي فوا اكسكريتريس. هذا ماشي لو بارونشيم رينال، هذا اللي راكي تشوفي فيه. وي نو هذوما لي فوا اكسكريتريس ماهوش لو بارونشيم رينال. وهادوك لي اونغري لي اونغري كيف سي لو ديبي دي فوا اكسكريتريس. نعطيك une image plus facile. وي كيما هذه نورمالمون elle est claire, d'accord. وي هاديك لا Donc هذا le parenchyme rénal, d'accord. Il y a une zone de transition entre le parenchyme rénal et les voies excrétrices, c'est clair. وي دكتور Donc هنا يبداو les voies excrétrices حتى لهنا, d'accord. هذه ماشي lésion hétérogène, d'accord. هذه ماشي lésion hétérogène, c'est l'image normale d'un rein, d'accord. Mais par rapport كنروحوا le rein contralatéral, d'accord. واش نصيبوا هنا؟ est-ce que les voies excrétrices sont évidentes هنايا؟ Non, Non, il n'y a pas non, il n'y a pas de clarté. Donc elles sont effacées par la masse. D'accord, il y a une compression. Par rapport par rapport au volume rénal, est-ce que vous trouvez que le volume هذا est normal ou non? non. Donc كبير. premièrement c'est un rein augmenté de volume. D'accord. Oui. Donc normalement le rein il a 12 fois 6 fois 3 cm. D'accord. 12 Oui. sur la hauteur et 3,6 pour les deux autres dimensions. Est-ce que peut-être il fait 6 fois 3, d'accord? Oui. Donc, est-ce qu'il fait 6 fois 3 ici? Donc, vous avez Non. premièrement un gros 1. Deuxièmement, est-ce qu'il y a un effacement ou non des voies excrétrices? Normalement, il existe, d'accord? Oui. Deuxièmement, est-ce que la lésion elle a la même densité ou non? Non. D'accord. Troisième ou quatrième caractéristique, est-ce que l'image, est-ce qu'elle est régulière ou irrégulière? Irrégulière. بص لي هكا. Est-ce qu'elle est régulière ou irrégulière? Irrégulière, oui. Donc, il y a une différence normalement. Oui. D'accord. Ce sont les caractéristiques radiologiques d'une tumeur du rein. D'accord. Oui. Merci. Donc, par rapport à vous avez raison. C'est une tumeur rénale bilatérale. D'accord. Oui. C'est ça la lésion à gauche et c'est ça la lésion à droite. D'accord. Oui. كاينين هنا les voies excrétrices راهم يبانوا شويه هنايا كاينين les voies excrétrices راهم يبانوا. D'accord. Oui. À noter, les tumeurs du rein ne sont pas les tumeurs de la voie excrétrice. D'accord. Mais chez kif. S'il existe une tumeur qui se développe à partir des voies excrétrices, c'est une entité à part des tumeurs. D'accord. Elle s'appelle les tumeurs de la voie excrétrice. D'accord. Les tumeurs des reins se développent à partir du parenchyme rénal. C'est clair par rapport à cette remarque. D'accord. Donc, إذا تحكي على tumeur du rein, tu parles d'une tumeur parenchymateuse, mais c'est une tumeur de la voie excrétrice. Ils n'ont pas la même anapathe, ils n'ont pas la même origine. D'accord. Oui. Donc, une TDM thoracique est demandée systématiquement dans le cadre d'un bilan d'extension. Comme tous les tumeurs, on demande un bilan initial et un bilan d'extension. D'accord. Puis les tumeurs du rein, on demande uniquement une TDM thoracique associée à un uroscanner. D'accord. Uroscanner est demandé dans le cadre d'un bilan diagnostique et le scanner thoracique est demandé au cadre d'un bilan d'extension. D'accord. Si le patient présente des symptômes, par exemple des douleurs osseuses, d'accord, ou des signes neurologiques associés qui sont de développement récent, il faut demander une scintigraphie osseuse ou, par exemple, pour les signes neurologiques, une TDM cérébrale dans le cadre d'un bilan d'extension. D'accord.
Oui. Donc, tous les tumeurs du rein doivent avoir une TDM abdominopelvienne et de préférence un neuroscanner et une TDM thoracique dans le cadre d'un pilon d'extension. La scintigraphie osseuse et le scanner cérébral ne sont pas recommandés en l'absence de symptômes évocatrices d'une localisation secondaire. D'accord. Pour l'IRM, Oui. elle n'est pas systématique. D'accord. On ne demande pas une IRM, sauf si le patient présente une insuffisance rénale et on ne peut pas faire une TDM. D'accord. Ils ont des indications restreintes, soit pour évaluer le niveau supérieur d'un thrombus dans la veine cave, mais les scanners de la dernière génération sont performants, donc ils peuvent en général déterminer l'extension du thrombus, ou pour mieux analyser les petites tumeurs inférieures à 4 cm, ou en cas d'insuffisance rénale par rapport à l'injection du produit de contraste. Une question, est-ce qu'on fait une biopsie systématique? Par exemple, vous avez fait la gastro et chirurgie générale. Oui, l'année passée. Donc, par rapport à un cancer du rein, cancer de l'estomac, est-ce qu'on fait une fibroscopie systématique avec biopsie ou non? Oui, Oui, on fait. Est-ce que dans les cancers du rein, on effectue une biopsie systématique ou non? Non, C'est une question normalement, très non. importante. Comment? C'est vrai, elle n'est pas systématique. D'accord. On fait les biopsies en cas de quatre figures. D'accord. Premièrement, elle n'est pas demandée d'une façon systématique. Donc, la biopsie d'une tumeur du rein peut être faite sous anesthésie locale avec un guidage soit échographique, soit scanographique. Mais elle se fait dans des indications bien précises. Et discuter car il y a environ de 10% de faux négatifs. Parce que parfois, on peut tomber sur la masse rénale lors d'une biopsie, comme on peut enlever le parenchyme sain. Donc, c'est ce qui explique le 10% des faux négatifs. Les indications. Premièrement, en cas de doute diagnostique, lorsque la tumeur sur le scanner n'a pas un aspect typique de carcinome. Diagnostic différentiel, par exemple, avec un lymphome ou un sarcome. Donc, si sur l'imagerie, il n'y a pas de caractéristiques, ou un aspect typique d'un cancer des reins, on doit faire une biopsie, premièrement. Deuxièmement, s'il y a une petite tumeur localisée chez un patient âgé ou non opérable, qui a de nombreuses comorbidités, donc on peut apprécier l'agressivité de la tumeur et on décide après le traitement. Chez les patients qui ont des antécédents de tumeurs extra-rénales, donc chez un patient qui a un antécédent des autres tumeurs et qu'on diagnostique chez lui une masse rénale, on fait la biopsie pour la recherche. Est-ce que la tumeur est initiale ou elle est métastatique pour les autres, donc pour écarter une métastase rénale ou diagnostiquer un cancer primitif du rein. Et chez les patients qui ont une tumeur du rein métastatique, donc on doit faire une biopsie pour les adresser ou pour avoir une preuve en APAT et on l'adresse pour un traitement autre que la chirurgie, c'est un traitement anti-angiogénique pour les cancers du rein métastatiques. C'est clair? docteur, Oui. si la biopsie n'est pas systématique, donc, et tant qu'on a beaucoup, normalement, quatre types de carcinome du rein, donc le traitement est identique pour tous ces types. Oui, le traitement chirurgical est identique pour, tous les types histologiques. D'accord. Oui. Pour tous les types histologiques, c'est le même traitement. Je pense, c'est pas comme les autres organes. D'accord. La néphrectomie est l'indication chez la plupart des patients. D'accord.
Oui, d'accord. Lorsqu'on réalise un bilan d'expansion, donc on peut classer la tumeur selon la classification TNM. Donc, pour TNM, pour les tumeurs primitives, TX, la tumeur primitive ne peut pas être évaluée. T0, aucune preuve d'une tumeur primitive. T1, le T1, elle est séparée en T1A et T1B. Mais pour le T1, les tumeurs limitées au rein avec un diamètre de grand axe inférieur à 7 cm. 1A pour les inférieurs à 4 cm et 1B pour les tumeurs comprises entre 4 cm et 7 cm. D'accord. Le T2, qui sont limités au rein, est supérieur à 7 cm de grand axe. Entre 7 et 10, on l'appelle 2A. Entre supérieur à 10, on l'appelle 2B. Pour le 1 et le 2, on est limité au 1. D'accord. Donc, c'est le diamètre qui fait la différence de la classification. D'accord. Pour le T3, sont des tumeurs intéressantes. Les veines principales envahissant la graisse périrénale ou sinus-rénale, mais sont atteintes du fascia de Gérotin. Donc, pour le T3A, envahissant la veine rénale ou les branches de division segmentaire. Donc, lorsque il y a la veine rénale principale et les veines segmentaires. Donc, soit une atteinte de la veine rénale principale ou les veines segmentaires, ou une atteinte de la graisse du sinus rénal ou périrénal, mais n'atteint pas la surrénale et ne dépasse pas le fascia de Gérotin. D'accord. Pour les 3B, envahissons la veine cave sous forme d'un thrombus sous-diaphragmatique. Donc, il y a pour la différence entre A et B, donc la thrombus est limitée aux veines rénales ou les branches de division. Et pour le 3B, c'est l'atteinte d'un thrombus dans la veine cave inférieure sous-diaphragmatique. Pour les 3C, atteinte de la paroi de la veine cave inférieure au thrombus s'étendant au-dessus du diaphragme. D'accord. Pour le T4, tumeur s'étendant au-delà du fascia de Gérotin, incluant l'envahissement de continuité de la surrénale homolatérale. D'accord. C'est clair pour la classification? Oui, c'est clair. Pour les ganglions, NX ne peut pas être évalué. N0, absence d'atteinte ganglionnaire. 1,1 pour un seul ganglion ou un ganglion unique. N2 pour plus d'un ganglion. Et le M pour les métastases, M1 pour les métastases à distance. D'accord. MX, donc les métastases à distance ne peuvent pas être évaluées. Par exemple, chez un patient, une TDM, un neurotidiem, après, une TDM thoracique. D'accord. Vous le classez MX. La TDM thoracique. D'accord. إذا ما كان والو في الانتيديان thoracique, vous le classez M0. إذا كان une métastase, vous le classez M1. C'est clair? Oui. Oui. Docteur, Oui. la classification concernant la taille, يقول لك inférieur à 7 de grand axe محسوب l'axe الكبير كامل يدير 7 سنتيمتر أقل من 7 سنتيمتر. Par exemple, une masse rénale, la description radiologique فيها 8 fois 5 fois 3. D'accord. Donc راح يعطيك les dimensions, راح يعطيك 3 dimensions. D'accord. Oui. Je te dis le grand axe. Par exemple, qui met 8, c'est le grand axe. Elle est comprise entre 7 et 10, classée à 2A. C'est 2A si elle est limitée en 1. D'accord. Oui, oui. Même la taille, si elle est inférieure, par exemple, si la taille elle est de 5 cm. D'accord. Avec une infiltration de la veine rénale homolatérale. D'accord. Je vais classer, je fais T1. Parce qu'il y a un thrombus. D'accord. Donc, pour les facteurs pronostiques et histoire naturelle de l'évolution de la tumeur. Donc, pour les facteurs pronostiques, on a le stade tumoral, c'est TNM, donc c'est évident.
Donc, si le patient est métastatique, donc il a un mauvais pronostic. D'accord. Plus on est en un stade avancé dans la classification TNM, donc le pronostic sera réservé. Pour le grade histologique, j'ai parlé il y a des tumeurs de bas grade sur le plan histologique et des tumeurs de haut grade. Donc, le bas grade sont de meilleurs pronostics. Donc, c'est un grade anapathe sur les pathologies cytonucléaires. L'altération de l'état général, bien sûr, si un patient présente une altération de l'état général, c'est-à-dire qu'il a un pronostic réservé. Il y a des facteurs cliniques, par exemple, présence des symptômes ou biologiques, si le patient présente une anémie, et histologique par rapport à certaines composantes, sarcomatoïdes et la nécrose tumorale ou l'invasion microvasculaire sont mises en avant par certaines études et sont reprises dans un système pronostic qui s'appelle les nomogrammes, mais ne sont pas utilisés dans la pratique de tous les jours. Donc, en général, les facteurs pronostiques qu'on utilise dans la pratique courante, c'est la classification TNM et le grade histopathologique et l'altération de l'état général du patient. D'accord? Donc, la majorité des cancers du rein sont localisés au moment du diagnostic. La majorité. D'accord? Surtout si elles sont diagnostiquées d'une façon fortuite. Si elles sont diagnostiquées d'une façon fortuite, sont en général, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de symptômes, donc sont en général localisées. D'accord? Mais des fois, on découvre des 30% d'entre eux deviendront métastatiques au cours du suivi. D'accord? On commence. D'habitude, l'évolution d'un cancer du rein, donc par 2 cm en général par année. D'accord? Donc, si on découvre la masse à un stade où il y a un diamètre qui est petit, donc on est dans un état qui est précoce de la pathologie. Pour les petits tumeurs inférieurs à 4 cm, ils ont un très bon pronostic, 95% de survie spécifique à 5 ans. Lorsqu'elles sont surveillées, pour les personnes âgées, elles augmentent lentement de volume. Donc, chez un patient, par exemple, sujet âgé, qu'on ne peut pas faire une chirurgie, donc, s'il a des petits tumeurs inférieurs à 4 cm, au cours du suivi, on remarque qu'ils ont une augmentation de volume qui est lente. Pour les tumeurs métastatiques, on a un pronostic très péjoratif, c'est clair. Donc, 5% de survie spécifique à 5 ans. C'est clair. On entame le chapitre du traitement. Docteur, Oui. Kingolo, survie spécifique à 5 ans, ça veut dire avec ou sans traitement là qui fait? Quel que soit. D'accord. Quel que soit. La survie spécifique, elle est faite par rapport qui met les tumeurs digestives, d'accord. Normalement, قريتو في la gastro ou les tumeurs du côlon ولا qui fait le chapitre du pronostic, il met لك des chiffres. Par exemple, stade T1, survie spécifique à 5 ans. T2, survie spécifique à 5 ans. Kiff, c'est la même chose, d'accord. Oui. C'est clair? Oui. Donc, bien sûr, le patient, maintenant, je vais نخليه sans traitement. D'accord? Oui. Donc, patient, tu as diagnostiqué un cancer, mais je vais نخليه sans traitement. Donc, la survie, en général, avec une prise en charge, soit le patient au périnaire ou un autre traitement. D'accord? D'accord. Donc, pour la prise en charge thérapeutique, toute décision thérapeutique doit être discutée en RCP. D'accord? Pour les moyens thérapeutiques, on a la chirurgie. C'est le traitement de référence en cas d'un cancer du rein. Selon la taille, le stade et la localisation de la tumeur, on peut proposer soit une chirurgie conservatrice, c'est la néphrectomie partielle. Elle consiste à retirer uniquement la tumeur en épargnant le maximum du parenchyme sain. C'est une intervention qui est très compliquée et très difficile et elle est plus compliquée que la néphrectomie totale. D'accord? Mais elle a un intérêt qu'elle préserve la fonction rénale restante. D'accord? C'est clair? Oui.
Donc, elle est la néphrectomie partielle. On a la néphrectomie élargie, ou il s'appelle la néphrectomie totale élargie. On retire en bloc le rein tumoral, c'est-à-dire le rein tumoral, quel que soit le parenchyme rénal sain et le parenchyme altéré, d'accord, avec la graisse périrénale et éventuellement la surrénale. D'accord, c'est clair par rapport à la néphrectomie élargie. Oui. Oui. Donc, on a en général trois voies d'abord de la chirurgie. D'accord. On a la lombotomie. Donc, on fait une incision lombotomique au niveau lombaire. Chez lombaire, on peut dire lombaire, mais c'est une incision qui est lombotomique. Donc, nous en rétropéritonéal et non pas en intrapéritonéal. D'accord. Les reins sont des organes rétropéritonéaux. Donc, on les aborde par voie rétropéritonéale. Et on a la voie transpéritonéale. Donc, on fait une incision sous-costale qui met, par exemple, la lithiase vésicale classique, lithiase vésiculaire classique. Je fais une incision taha. C'est presque la même chose. Et on écarte l'ongle colique, soit droite, soit gauche, au niveau du rein droit. Donc, on fait une incision sous-costale droite et on écarte l'ongle colique droite et on entre dans le rétropéritoine pour aborder le île rénal. D'accord. Et on a la voie laparoscopique. Donc, c'est par la cilioscopie. Donc, toutes ces chirurgies peuvent être faites soit par voie classique, par voie laparoscopique ou éventuelle assistance robotique. D'accord. En cas de thrombus cave, on associe à la néphrectomie une cavotomie pour une thrombectomie. D'accord. On retire le thrombus cave en même temps que la tumeur rénale. Pour cela, il faut contrôler la veine cave en aval du thrombus, ce qui peut nécessiter un abord thoracique associé à une circulation extracorporelle quand le thrombus est intrathoracique. C'est clair? Docteur, je m'excuse, Oui. j'ai pas compris le mot thrombus cave. Donc, selon la classification TN, d'accord? T3B et T3C, d'accord? Oui. Ce sont des thrombus, soit de la veine cave inférieure, soit de la veine cave inférieure, sous-diaphragmatique ou sus-diaphragmatique. D'accord? Oui. S'il y a un thrombus associé, on fait une cavotomie, c'est-à-dire on ouvre la veine cave et on fait une ablation du thrombus cave. D'accord? Oui. S'il est sous-diaphragmatique, on reste dans la région abdominale. S'il est sus-diaphragmatique, on fait une incision, un abord thoracique. D'accord? Associé. D'accord. Oui. Thermique. D'accord? Il existe deux techniques. Il existe deux techniques principales. Donc, la radiofréquence, on insère dans la tumeur par voie percutanée, c'est-à-dire à partir de la peau. D'accord? Et sous contrôle soit scanographique, une sonde de radiofréquence qui génère une zone d'hyperthermie qui peut détruire la tumeur. Et la cryothérapie, c'est l'inverse. On met une place dans la tumeur par voie percutanée ou laparoscopique, une sonde qui génère un gaz qui est froid. D'accord? Donc, la première par hyperthermie et la cryothérapie, c'est le contraire. D'accord? Elle est indiquée chez les patients qui ont des tumeurs inférieures à 4 cm et qui sont âgés avec des comorbidités importantes, dont la chirurgie est contre-indiquée. Mais avant de faire ce traitement, il est nécessaire d'avoir une preuve histologique. D'accord? Oui. C'est clair? Oui. Docteur, c'est-à-dire on ne peut pas
de suite, je me rappelle de chimiothérapie ou la radiothérapie parce que maintenant, j'ai une preuve à la face. Vous pouvez répéter, je vous entends mal. هنايا كيقولنا بلي ما نقدروش نديرو ان بيوبسي دكتور. J'ai pas compris la question. في لا تكنيك في تكنيك راديو فريكونس ولا ثيرابي. La cryothérapie, oui. On ne peut pas faire la biopsie. Si, on doit faire la biopsie avant. Ah, d'accord. On doit faire la biopsie avant. Pourquoi la biopsie? Parce que l'indication d'une biopsie chez ces sujets, qui sont des sujets âgés, qu'on ne va pas faire un traitement ablatif ou un traitement chirurgical pour eux. Donc, la biopsie est indiquée. C'est l'une des indications de la biopsie. D'accord? Oui. C'est clair? Docteur, Oui. la cryothérapie va détruire seulement le parenchyme tumoral. Bon. Et ainsi, le parenchyme sain adjacent. Bien sûr, elle ne va pas faire la différence entre, entre la tumeur et le parenchyme sain. D'accord. D'accord, oui. Mais avant de faire le geste, on insère par voie percutanée la sonde. D'accord. Donc, vous contrôlez que la sonde, elle est au contact de la tumeur et non pas au contact du parenchyme sain. D'accord, c'est clair. Oui. Pour l'indication de la biopsie, j'ai parlé de ça. Donc, des petites tumeurs localisées chez un patient âgé ou qui a des comorbidités pour mieux apprécier l'agressivité tumorale avant de décider du traitement. Donc, les sujets âgés qui ont de nombreuses comorbidités, donc, qu'on ne va pas faire pour eux une chirurgie. Donc, c'est une indication d'une biopsie. D'accord. C'est pour ça qu'on fait une biopsie avant de faire les traitements ablatifs. D'accord. Oui. Donc, c'est presque la même indication. Pour la surveillance active, on peut faire chez des patients âgés de faire une surveillance chez des patients qui présentent une tumeur du rein inférieure à 4 cm, car la plupart d'entre elles évoluent de 2 à 3 cm par année, donc millimètres. Donc, la surveillance se fait par échographie ou scanner tous les 6 mois. D'accord? Oui. Pour le traitement anti-angiogénique ou la thérapie ciblée. D'accord? Donc, sont des traitements, d'accord, sont des traitements qui vont agir sur les facteurs de la croissance vasculaire. C'est pour ça qu'on les appelle anti-angiogéniques. Oui. Pardon, surveillance active, c'est ma abstention, ou surveiller ou pas? On ne fait rien, oui. Pour les patients multitarés, d'accord, avec des tumeurs qui sont de volume faible. Donc, le patient, il va mourir par ses comorbidités avant de mourir par la tumeur. D'accord. On a aussi la surveillance active dans les cancers de la prostate. Ça existe aussi. D'accord? Oui, merci. Oui. Pour le traitement anti-angiogénique, d'accord, sont des traitements qui ciblent soit les récepteurs, soit les facteurs de croissance vasculaire. D'accord? Donc, sont des traitements, elles sont indiqués chez les patients qui ont un cancer du rein métastatique qu'on ne va pas faire la chirurgie pour eux. D'accord? Oui. Donc, pour les cancers du rein métastatiques, l'indication n'est pas la chirurgie. On a une seule indication chirurgicale dans les cancers du rein métastatiques. On va parler d'elle. D'accord? Le principe est de bloquer de façon ciblée les médiateurs ou les récepteurs de l'angiogénèse. On a plusieurs molécules, donc les anticorps monoclonaux dirigés contre le VEGF. D'accord? Les inhibiteurs des récepteurs VEGF et inhibiteurs de la voie mTOR. VEGF, ce sont les facteurs de la croissance
de l'endothélium vasculaire. D'accord. Donc, soit on inhibe, il cible soit les facteurs, soit les récepteurs TAH. Donc, ces traitements augmentent la survie sans progression et la survie globale pour certains d'entre eux, et leur administration séquentielle permet d'obtenir des réponses prolongées et ont des effets secondaires et indésirables avec un coût cher. Donc, le traitement anti-angiogénique, il est indiqué dans les cancers du rein métastatiques. D'accord. On va parler docteur, des... Oui. j'ai pas compris le but de bloquer un récepteur d'angiogénèse. Donc, si on bloque l'angiogénèse, on va bloquer les vaisseaux qui irriguent la tumeur. D'accord. D'accord. Donc, l'angiogénèse de la tumeur, elle sera détruite ou elle sera freinée. D'accord. Oui, Donc, il diminue l'évolution de la tumeur. d'accord, oui. Tumeur localisée au niveau du rein. Donc, c'est classe T1 et T2. NX, pardon, N0, M0. Les tumeurs localisées au rein, qui m'a donné en fait la classification TNM, sont les tumeurs localisées au rein. T1, T2. D'accord. Le traitement chirurgical, la néphrectomie partielle ou la néphrectomie totale, élargie, est l'indication. D'accord. Oui, Oui. Chez les patients qui ont un risque chirurgical élevé, supérieur à 70 ans, avec des comorbidités, avec altération de la fonction rénale et une espérance de vie qui est limitée, chez les patients on propose, qui ont des petites tumeurs, on propose la thermoablation et la cryothérapie. D'accord. Ou la surveillance active. C'est pour ça qu'on propose une surveillance active, parce que l'espérance de vie est limitée. D'accord. C'est clair? Oui, oui. oui, Pour les tumeurs du rein localement avancées, c'est-à-dire T3 et T4 non métastatiques, M0. D'accord. Le traitement recommandé est la néphrectomie élargie, éventuellement associée à un geste complémentaire, soit la surrénalectomie pour les tumeurs. Par exemple, les tumeurs T4 sont des tumeurs, par exemple, avec une extension à la surrénale homolatérale. Il faut faire une extension, un geste complémentaire qui est la surrénalectomie, un curage ganglionnaire ou une thrombectomie cave pour les tumeurs T3B, par exemple. D'accord. oui, Pour le traitement anti-angiogénique en néoadjuvant ou adjuvant, la néoadjuvant, c'est-à-dire avant le geste, et adjuvant après le geste est en cours d'évaluation. Donc, il n'est pas évalué. L'intérêt théo, est-ce qu'il est bénéfique ou pas, il n'est pas encore évalué. D'accord. oui. Pour les دكتور tumeurs, oui, في لي تيومور لوكاليزي oui, قلنا سواء نديرو لا نيفريكتومي partielle ou بارتيال totale. ولا Ou إلارجي totale. Et c'est total, صح راهو total لوكال élargi. Oui, تايك راهو لوكاليزي ما كاش et علاش نديرو élargi. إلارجي La définition d'élargie, c'est-à-dire pas on fait une élargie, la définition de la néphrectomie élargie, c'est-à-dire vous prenez en bloc à la fois le rein atteint, d'accord, associé à la graisse périrénale, d'accord. Il y a la définition élargie. Donc, on ne prend pas les organes adjacents. وي وي C'est clair? حسبالي مع السيورينال تاعنا Non, la surrénale, des fois, si elle est atteinte, obligatoirement, on la prend. D'accord. Si elle n'est pas atteinte, ça dépend l'évolution de la chirurgie. Si Oui. on la blesse, par exemple, au cours de la chirurgie et elle commence à saigner, on la ramène Ouais. avec la pièce. D'accord. Si on Oui, peut la oui. sauver, on la garde. D'accord. D'accord. Bon, d'accord. Par définition, la néphrectomie totale élargie, elle emporte le parenchyme rénal et la graisse périrénale. C'est ça la définition. La surrénalectomie, on fait une surrénalectomie, on ne le fait pas. Ça dépend des circonstances. D'accord. Oui, C'est clair. Pour les tumeurs Oui, du rein métastatique,
y a-t-il des questions? Pas encore. Pour les tumeurs du rein métastatiques, en plus, le traitement médical, c'est le traitement anti-angiogénique. On fait la chirurgie dans une seule condition. D'accord? Elle est faite où la chirurgie des métastases peut être proposée chez certains patients. Quels sont les patients qu'on propose chez eux une néphrectomie? C'est les patients qui présentent un seul site métastatique. On les appelle oligométastatiques. D'accord? On peut proposer, qu'on ne peut pas proposer pour eux, la chirurgie, mais le traitement médical et le traitement du choix. D'accord? Donc, la place de la néphrectomie chez les patients porteurs d'un cancer du rein métastatique est débattue et en cours d'évaluation. Pour le moment, l'indication et la seule indication, c'est les tumeurs du rein oligométastatiques, c'est-à-dire un seul site métastatique est identifié. D'accord? Même si le site est loin du rein, par exemple au niveau de poumon, là. Oui. Bon, en général, pour les poumons, vous ne trouvez pas un seul métastase. Hein? Oui, Pour les poumons, là. D'accord. d'accord. En général, pour les poumons, c'est plusieurs nodules. Oui, D'accord. Donc, le but de réaliser une néphrectomie, c'est d'améliorer la survie du patient. Ce n'est pas un traitement curatif. D'accord. oui, Il ne va pas guérir à 100%. D'accord. oui, Parce qu'il existe toujours un site métastatique. Pour la surveillance a deux objectifs. Premièrement, carcinologique, donc dépister une récidive locale ou métastatique. Deuxièmement, c'est fonctionnel. Parce que si on effectue une néphrectomie totale élargie, le patient restera avec un seul rein. Donc, il faut surveiller la fonction rénale restante. D'accord? Le patient peut évoluer en insuffisance rénale après, surtout s'il est diabétique et hypertendu ou présente une néphropathie sous-jacente. Il n'existe pas de véritable consensus sur les modalités de suivi après un traitement d'un cancer du rein. Mais en général, on demande, on les surveille avec une consultation à 3 mois. Donc on aura une consultation après l'étude ANAPAT. Donc, quand on aura les résultats de l'ANAPAT, on fait une consultation chez les patients, une surveillance à 3 mois avec une échographie, FNS et créatinine pour apprécier la fonction rénale du rein contralatéral. D'accord? Et on aura une... Oui, il y a une question. non, vers la fin. D'accord. Et on demande aussi une consultation à 6 mois, une TDM et une créatinine à 1 année. Donc, les modalités de surveillance sont en général un examen clinique d'abord, une échographie abdominopelvienne, une TDM abdominopelvienne et un dosage de la créatinine à chaque consultation. D'accord? Oui. J'ai terminé, pratiquement j'ai terminé. Il y a des questions? Oui, docteur, Oui. en cas de néphrectomie totale, on va avoir normalement une anémie. Pourquoi? Maintenant, je suis avec le facteur érythropoïèse. Mais vous avez un autre rein, non? Et L'autre rein, il maintient la fonction endocrine du rein, la fonction endocrine en général. Donc, pour l'érythropoïétine et pour la vitamine D. D'accord? oui, d'accord. Parce que le rein est le siège de l'une des étapes de la formation de la vitamine D. D'accord? D'accord, oui. Docteur, ou en Oui. cas d'ablation bilatérale. C'est-à-dire un cancer bilatéral. Oui. Quelle est l'indication? L'indication. Non, là, on va avoir une anémie. Si oui, comment on va la traiter? C'est-à-dire, je n'ai pas compris la question. Est-ce que s'il y a une tumeur rénale bilatérale, d'accord? Oui, نديرو ablation bilatérale تاع les reins. Personnellement, Oui, j'ai la jamais vu. D'accord?
ماشي لا D'accord. tumeur bilatérale, mais une néphrectomie bilatérale. واش D'accord. فيه يعيش سون فونكسيون رينال On essaie, pour les tumeurs du rein bilatérales, on essaie de faire une néphrectomie partielle. Donc, on garde un peu de parenchyme des deux côtés. D'accord. D'accord. Et s'il est métastatique, on l'envoie pour le traitement anti-angiogénique. D'accord. D'accord. S'il est localisé, on essaie d'effectuer une néphrectomie partielle. On commence par un seul rein et après, on fait le deuxième rein dans un autre temps. D'accord. D'accord, oui. Il y a d'autres questions? Docteur, il m'a posé des questions concernant ce cours. Je veux poser une question générale, si Oui. possible. Concernant l'urologie, Oui. chez la néphro. En fait, c'est une question générale. Oui, oui. Je la pose? Oui, bien sûr. D'accord. Concernant la créatinine, pourquoi elle est la référence pour la fonction rénale? Je sais bien rénale, mais نسيتها. Pourquoi elle est la référence pour la fonction rénale? Oui. Bon, إذا راني متفكر. Donc, pour évaluer la fonction rénale, il y a des conditions dans certains examens que la substance qu'on mesure avec elle la fonction rénale, elle a certaines caractéristiques. D'accord. Elle doit être totalement filtrée, donc elle ne doit pas être excrétée et sécrétée. D'accord. D'accord, oui. Donc, normalement, la créatinine est l'une des substances qui permettent d'évaluer la fonction rénale avec elle. Donc, elle contient les caractéristiques. D'accord, oui. D'accord. Donc, c'est Oui. pour ça normalement. Sur le plan expérimental, les caractéristiques, elle doit avoir des caractéristiques. Normalement, la créatinine, elle fait des caractéristiques. Donc, par principe, le débit de la filtration glomérulaire, DFG, ou la clairance glomérulaire, donc, se définit par le volume de plasma, d'accord, totalement upéré en une substance donnée par unité de temps par rapport à la surface corporelle. C'est-à-dire, c'est pour ça la clairance, qui تحسب la clairance par MDRD, par exemple, c'est des millilitres par unité de temps par rapport à 1,73 mètres carrés. C'est la surface corporelle. D'accord. Oui. Cette mesure se fait par une substance, expérimentalement par une substance. D'accord. Oui. Indicatrice contenue dans le plasma. Elle est la substance. Elle est dans le plasma. D'accord. ولازم تروح في les voies excrétrices. D'accord. Oui. Par exemple, la créatinine. D'accord. هذه في le côté in vivo. D'accord. في le côté expérimental. Par exemple, une substance exogène devant être injectée. Par exemple, l'uniline qui est une polysaccharide. D'accord. Oui. Il y a certaines caractéristiques. C'est que le poids moléculaire est faible. D'accord. Non ionisé et non lié à une protéine, non réabsorbé et non sécrété par le tube rénal. D'accord. Et non toxique. Et donc, pour les substances expérimentales. D'accord. Oui. Elle doit être uniquement filtrée puis excrétée. D'accord. Oui. من هجت هذوك les valeurs, c'est pour ça qu'on utilise la créatine. C'est une substance endogène. D'accord. Merci, docteur. Merci, docteur, pour la présentation. Sahed. Merci, ça. C'est bon, c'est terminé. Il n'y a pas de questions. Oui, Normalement, oui. normalement. Oui, docteur, oui. Merci. Merci, ça. Oui. C'est bon, ouais.
Il y a une question. Non, il n'y a rien, c'est bon. D'accord, ça. Docteur, s'il vous plaît. Oui. J'ai une question, mais c'est à propos de Vous pouvez répéter. le Vous cours, avez l'HBP. oui, oui. Oui. Docteur, on a dit qu'on va demander les tests dynamiques. C'est exceptionnellement qu'on les demande. Oui. La fois passée cours l'hypertrophie bénigne de la prostate. Dans le stade de la vessie de lutte, on a dit on trouve des signes endoscopiques tels que les diverticules vésicaux. Et les diverticules, les trabéculations et les cellules. Oui, les Oui. diverticules, ماشي نلقاوهم كي تكون صيبون défaillante, تكون صيبون claqué. Non. Les hypertrophie ou décénique les diverticules. pour la vessie claquée. Non, je parle à la vessie de lutte. La vessie de lutte, vous trouvez des signes endoscopiques, sont les trabéculations et les cellules, d'accord? Oui. Ou avec les diverticules. Oui. Oui. J'ai pas compris la question. Diverticules, pour parler de diverticules, c'est l'augmentation de la pression ou la paroi ou les lâche. Là, la diverticule, c'est une hernie, d'accord, de la muqueuse à travers une musculeuse qui est détruite, d'accord, qui met le diverticule du côlon ou du sigmoïde. Oui. D'accord, c'est la même chose. D'accord. D'accord. Elle est secondaire à une détérioration des faisceaux musculaires du muscle de la vis. D'accord. Oui. Pour la question, les examens aérodynamiques sont indiqués pour objectiver une obstruction avant la chirurgie. Sont indiqués. Bon, les examens aérodynamiques ne sont pas indiqués en cas d'hypertrophie bénigne de la prostate. Ça c'est écrit dans le cours. D'accord. Les examens aérodynamiques sont indiqués si on suspecte une autre étiologie de la désulée. Donc, pour le diagnostic différentiel. D'accord. D'accord, oui. Oui. C'est ça la question. Oui, بصح قلنا بلي اسمها كي تكون autre diagnostic différentiel نديروهم قبل ما نديرو l'opération. Non. Quel que soit les examens complémentaires, d'accord? Oui. Vous m'entendez? Les examens complémentaires sont demandés pour objectiver un diagnostic. D'accord? Oui. Est-ce que dire la chirurgie ou de la chirurgie? D'accord? Oui. Le traitement, c'est un chapitre à part. Donc, quel que soit le résultat des examens complémentaires, ça dépend, la chirurgie elle est dépendante de l'indication. Mais les examens complémentaires sont demandés pour faire un diagnostic. D'accord? Yes. Il y a un patient, Jack, ou une dysure, d'accord? Et vous suspectez, par exemple, patient diabétique, ou un antécédent neurologique, fait la colonne vertébrale, d'accord? Oui. Vous suspectez une vessie neurologique, d'accord? Possible. Dans le contexte je comprends pas. Qui est l'origine de la dysure. Oui, docteur, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez expliquer la vessie neurologique? Bon, la vessie neurologique, d'accord. La vessie neurologique. Donc, c'est un chapitre, elle est de diagnostic difficile, d'accord. Donc, oui. Elle se présente sous forme des symptômes du bas appareil urinaire, d'accord. Oui. En rapport avec une atteinte neurologique, d'accord. Une atteinte neurologique. Elle va entraîner des signes du bas appareil urinaire. L'étiologie peut être de certaines maladies, par exemple, une vessie neurologique, c'est bien un patient qui a présenté une spina bifida, d'accord, ou là un patient qui a un traumatisme médulaire. Donc, d'accord. Donc, c'est la différence. Michel, la différence. On peut faire que elle est fonctionnelle, elle n'est pas organique, d'accord. Par contre, l'adénome de la prostate,
c'est une atteinte organique. Qu'est un adénome, d'accord. Oui, d'accord, ouais, je Mais comprends. l'AVC neurologique, c'est un défaut de fonctionnement du sphincter, D'accord. du sphincter et de l'AVC. Mais les étiologies sont des étiologies neurologiques, d'accord. Oui. ما تكونش كاينه contraction. Bon, quelle que soit la contraction ou le relâchement du sphincter, ça dépend, d'accord. Mais l'axe de la miction, qui est un axe neurologique, un axe neurologique, il est atteint, d'accord. Mais هذه l'atteinte من le cerveau حتى la moelle épinière, ça dépend du siège ou les nerfs périphériques. C'est pour ça que les diabétiques ont l'atteinte des nerfs périphériques, d'accord. Mais par exemple, un traumatisme médulaire ou le traumatisme crânien ou la patient a un AVC, d'accord. Antécédent d'un AVC. Donc, l'origine, par exemple, au niveau cérébral, chez un patient a un AVC, par exemple, un patient, il avait un antécédent miction ou une miction, catalogue miction qui est normal, d'accord. Vers un AVC ischémique ou hémorragique. Après, il a développé dans les 15 jours suivants, tout là, il a développé des globes vésicales aigus, d'accord. Oui. Dans ce contexte, est-ce que il a un adénome de la prostate ou il a un problème neurologique? Il a un problème neurologique selon le contexte. Donc, automatiquement, on va demander un examen aérodynamique. Ah, d'accord, ok. C'est pour ça il rentre dans le diagnostic différentiel. D'accord, oui. Merci beaucoup, docteur. Merci. Oui. في الكور تاع الريتونسيون درنا بلي في لي كوست تاع لا فيسي نورولوجيك درنا لا شيروجي بلفيان تما زعما باغ هكا زعما شغل كل واحد ان شيروجيان يوندوماجي لي نير ولا كيفاه؟ Oui. C'est une lésion étiologique. D'accord. Pardon. C'est une lésion au cours de la chirurgie, d'accord. D'accord. في الكومبليكاسيون تاع l'hypertrophie on a rétention aiguë d'urine وقلنا نديروا le drainage en urgence ou la rétention تقدر ما تكونش définitive. Il peut reprendre une miction normale, oui. علاش تكون définitive ياك رانا نحينا ياك راه محسوب كنت راهي مازالت كاينه l'hypertrophie toujours كاين obstacle. لا la rétention aiguë d'urine هكا rétention aiguë d'urine la rétention aiguë d'urine suite à un adénome de la prostate. Elle n'est pas définitive, mais elle est définitive. Elle n'est pas définitive. C'est-à-dire, un patient en rétention vésicale aiguë suite à un adénome de la prostate, me dites un alpha-bloquant, un traitement alpha-bloquant, dites le test d'ablation de la sonde, très positif. Donc, il a repris une miction. D'accord. Donc la rétention, elle n'est pas définitive. ما فهمتيش. C'est-à-dire, malade en rétention vésicale aiguë. Les alpha bloquants normal. Oui, mais c'est normal. Mais les alpha bloquants, ils font partie des armes thérapeutiques du traitement de l'adénome de la prostate. Et qui sont des traitements symptomatiques. D'accord. Ne sont pas des traitements curatifs. Donc, le patient, mais il a l'adénome de la prostate, mais il a repris la miction après un traitement. Oui. D'accord. Ça, oui. Attention, elle n'est pas définitive. Mais chiffre كامل les cas. فهمت. Après traitement, il reprend la miction d'elle. Il peut reprendre une miction après une ablation de la sonde. Comme il ne peut pas reprendre, les deux situations sont possibles. S'il a repris, donc on continue avec un traitement médical parce que ce n'est pas l'indication. Les indications de la chirurgie sont limitées. Avec des indications bien précises. D'accord. Donc, s'il reprend une miction normale, plus ou moins normale, s'il reprend une miction, donc il n'est pas retentionniste.
on ne fait pas la chirurgie, d'accord? S'il ne reprend Oui. pas une miction, il sera le sujet d'une indication chirurgicale. Donc, il Oui, y a trop de rétention persistante, oui. compliqué d'une rétention. Ah, wallah.